avec nous. L'État ne protège plus nos enfants. Quand leur parole sera-t-elle vraiment prise en compte? C'est le sentiment qu'on a cet après-midi. Comment le principal suspect de l'enlèvement de Liana, Jérôme B., pouvait-il se balader en toute liberté alors qu'il avait été visé depuis 2017 par plusieurs plaintes pour viol sur mineurs? Comment des centaines de plaintes peuvent-elles être classées sans suite? La circulaire pénale priorisant les enfants victimes n'a pas été appliquée par la procureure d'Auch dans le traitement de plaintes visant Jérôme B. Et ce qui est significatif, on va en parler ensemble, c'est la prise de parole de Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, j'allais dire, il a senti le danger. Bien sûr. C'est un homme qui a un grand instinct, une grande intelligence, et il sait que cet événement peut être un détonateur Tout à fait. dans l'opinion publique. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai perçu lorsque j'ai vu sa prise de parole et sa fermeté en parole. La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est que cette fermeté en parole n'est pas toujours accompagnée d'une fermeté dans les actes, ou même les actes ne suivent pas toujours les paroles, en général depuis 9 ans que la Macronie est au pouvoir. Alors je vous propose d'écouter le président de la République qui a dit il y a dysfonctionnement. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. Et moi je ne veux entendre aucun argument de moyen dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Alors je fais le parallèle avec ce que disait Gérald Darmanin hier, et avant de parler de cette affaire, on va parler des conséquences peut-être politiques avec Christophe Bordet. C'est quand même la République des commentateurs. Parce que le président de la République et le ministre de la Justice, c'est des gens qui commentent, et on leur demande pas exactement de commenter. Non, mais on c'est leur quand demande même très ennuyeux. Et moi, de le dire comme ça. J'ai eu cette réflexion dès hier en écoutant Gérald Darmanin. Parce que moi, je veux bien qu'on nous dise aujourd'hui que, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il y a des dysfonctionnements. Mais enfin, Gérald Darmanin, il est quand même au pouvoir depuis de nombreuses années, que ce soit à la justice ou que ce soit à l'intérieur. Donc, il découvre pas non plus la Lune. Il découvre pas que, pardon, mais enfin, les juges et la justice en général, il y a beaucoup de petits hommes gris aujourd'hui qui, bizarrement, me semble-t-il, ne font pas leur travail, ou en tout cas donnent la priorité à des dossiers qui me semblent assez fastoches, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, par exemple, avec votre voiture, sur la route, vous dépassez 10 km, on va vous arrêter, on va vous mettre une amende, on va vous retirer des points, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est très facile. Par contre, quand il y a un pédocriminel qui se balade, qui est en liberté, ça fait des mois que ça dure, alors là, bizarrement, la justice ne fait pas son travail. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien que le président de la République ou le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur disent « Ah oui, il y a un problème », mais ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut rendre des comptes. Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'aujourd'hui, on a cette affaire. Le week-end dernier, on avait de la casse dans Paris avec le résultat du football. Et à chaque fois, c'est la même chose. On se dit, finalement, qu'a fait la justice ? Pour le week-end dernier, elle a mis 3 personnes derrière les barreaux. Non, mais toutes les autres personnes... C'est une très mauvaise semaine pour la justice. La séquence judiciaire est cataclysmique parce que vous avez des magistrats qui ne suivent pas les réquisitions du parquet. Et comme vous venez de le dire à l'instant, les gens ont le sentiment qu'on casse dans Paris et qu'il n'y a pas de sanctions. Première chose. Deuxième chose, cette affaire de dysfonctionnement, on s'aperçoit qu'effectivement, on se dit d'ailleurs, il y a peut-être des dizaines ou des centaines de personnes qui sont accusés ou soupçonnés de viol, qui sont dans la nature, avec des plaintes qui ont été déposées, et les enquêteurs n'ont même pas entendu ces personnes-là. Et troisième chose, vous avez effectivement cette justice où on met des moyens considérables pour certains sujets qui sont généralement des sujets politiques et plutôt qui visent des hommes de droite, disons les choses. Ça, c'est vrai aussi. Et il y avait un raccourci que j'ai fait ce matin
qui sera évidemment contesté. La justice française, en 2025-2026, elle aura mis un ancien président de la République en prison et laissé sans doute un pédophile en liberté. Donc c'est cela, les raccourcis. Bien sûr que c'est un raccourci. Bien sûr que ces affaires n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais on a quand même le sentiment que la justice va mal. Et qu'elle va mal en toute indépendance. Alors, que le ministre de la Justice n'a pas la main sur sur les juges. Or, je le répète, en France, on vote pour un pouvoir politique qui met en place une politique pénale qui a été présentée devant les Français. Je ne vote pas pour un juge. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du quatrième pouvoir. C'est un pouvoir, d'ailleurs, qui n'est pas un pouvoir, une autorité judiciaire. On ne vote pas en France pour un juge. On demande à la magistrature d'appliquer une politique pénale, qui a été présentée aux Français et que les Français ont ratifié à travers l'élection du président de la République. Est-ce que vous entendez les magistrats ces derniers jours ? Parce qu'ils disent tous la même chose. Ah oui, on manque de moyens. Oui, ça c'est. Alors ça commence à me gonfler sérieusement là, en l'espèce, c'est pas un manque de moyens. Ça commence à me gonfler là, parce que non mais attendez, parce qu'on va prendre un exemple très simple à Auch. Je ne connais pas le budget à Auch pour le parquet. Je sais une chose, c'est que quand les agriculteurs du coin manifeste quand un agriculteur va déposer parce qu'il est en colère un cercueil en carton devant une administration à Auch, eh bien on l'entend une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième. Là, bizarrement, on a les moyens et on a le temps d'entendre les gens. Excusez-moi, mais ça, c'est pas possible. Oui, alors au-delà du dysfonctionnement, en tant que citoyenne, moi je trouve qu'il y a un réel mépris de la justice, même dans sa coordination. Je me souviens par exemple de l'affaire de Yanis, le jeune qui s'est suicidé après avoir été violé, dont les parents se sont manifestés d'ailleurs chez Laurence Ferrari parce que le parquet avait indiqué avoir envoyé le courrier, ça n'a jamais été fait. Je me souviens également de la mère d'Elias, dont le fils a été tué à la machette par deux individus qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui a été houspillé en se faisant qualifier de faire le jeu du populisme et de l'extrême droite. Je me souviens également de l'affaire de Karine Jambu, qui a été violée, dont le violeur est revenu auprès de son domicile à Rennes. Elle n'en a jamais été avertie. Enfin, si, elle a été avertie, avec une lettre qui exprimait, ou qui indiquait plutôt « J'ai l'honneur de vous annoncer que monsieur revient sur votre domicile ». Donc, au-delà même du dysfonctionnement structurel, il y a aussi une part de mépris ou un manque d'empathie de certains juges en tout cas, c'est vécu au regard vis-à-vis de victimes. Absolument. Et je trouve que ça participe, Pascal, à l'éloignement, ce que vous appelez très souvent la confiance sociale, à ce délitement de la confiance sociale qui est censé justement se sceller autour des institutions et des citoyens, ou entre les institutions et les citoyens. Et la justice, aujourd'hui, elle concourt malheureusement à ce déficit-là de confiance que l'on peut avoir dans nos institutions, et je trouve ça assez dramatique. Et puisque vous parlez précisément de la mère d'Elias, elle avait demandé de rencontrer les juges qui n'avaient rien fait pour que les meurtriers de son fils ne récidivent plus. Et le président de la cour d'appel lui a refusé de pouvoir les rencontrer en lui disant qu'il n'avait pas à rendre des comptes. Et c'est cela qui est perçu effectivement comme un manque d'empathie. Alors, on va essayer quand même de comprendre le fonctionnement. Est-ce la justice ? Est-ce les enquêteurs ? Que s'est-il passé et quelles sont les responsabilités ? Et c'est là, Christian Flech, bonjour. Bonjour. Que vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Quelle est votre analyse et où est-ce que ça a péché ? On va prendre qu'une affaire, celle de 2025, août 2025. Il y a une mère qui entre dans un commissariat ? Non, une brigade de gendarmerie à Toulouse. Oui. Et qui vient déposer plainte contre Jérôme B. et qui vient apporter des éléments tangibles puisque sa fille, qui a 11 ans, est victime d'un viol avec des lésions vaginales et anales. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là ? Vous allez un peu vite, elle dépose plainte, et ensuite il y a des examens médicaux, et ensuite il y a des examens psychologiques qui confirment les pénétrations. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que déjà la procédure est sérieuse. Deuxième élément, il y a un nom qui est donné. Ce nom-là, il est normalement connu à la fois dans les fichiers de justice et dans les fichiers de gendarmerie. Donc ça doit ouvrir tout un tas de clignotants de façon à ce que cette affaire soit traitée différemment, puisqu'il y a eu des procédures qui ont déjà été diligentées, même si elles sont classées sans suite, il y a quand même des traces. Donc, et c'est là où on commence à perdre un peu pied par rapport
à la normalité, c'est que de cette période, disons, de septembre 2025 jusqu'à décembre arrivé à Auch, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui aurait dû se passer ? Ce qui aurait dû se passer, c'est que clairement, l'affaire aurait dû être traitée de façon urgente. Par qui ? Et que par les gendarmes, le tribunal compétent est le tribunal d'Auch, de toute façon. Donc ça veut dire qu'il faut transmettre la procédure au tribunal d'Auch, au parquet d'Auch. Donc elle n'a pas été transmise. Elle a été transmise, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, par courrier postal. Donc évidemment, c'est pas ça qui permet de traiter l'affaire en urgence. On a eu de la chance, déjà, le courrier est arrivé. Donc ensuite, il arrive au parquet d'Auch, et là, il y a, à mon avis, une décision qui est assez curieuse, c'est qu'on saisit une petite brigade de gendarmerie qui a quelques effectifs et qui, me semble-t-il, n'est pas en situation de traiter ce genre d'affaires. Mais qui décide ? Le procureur décide de l'attribution du dossier à un service. C'est une personne qui décide ? Oui, c'est le procureur. Enfin, le procureur, donc le procureur, on peut lui demander. Et c'est substitut. On peut lui demander, par exemple, pourquoi il a fait ça. Il a une responsabilité. Bien sûr, mais je pense que c'est l'inspection qui va lui poser cette question-là. Ensuite, c'est aussi le défaut de la brigade de gendarmerie de ne pas dire « je ne sais pas faire, je ne peux pas faire ». Parce que je n'ai pas les moyens, parce que même je ne sais pas. Mais en tous les cas, des deux côtés, il doit y avoir des clignotants qui montrent que ce type-là est dangereux, parce qu'il y a déjà des précédents. Même si les précédents étaient classés, là, il y a une affaire avec des certificats médicaux, c'est autre chose. Et comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a des défaillances humaines, là, pour le coup. Ce qui peut arriver, d'ailleurs, pourquoi bien sûr, pas, bien sûr. Mais ce sont des gens qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Mais, qui n'ont pas pris déjà la mesure de la gravité, et ensuite la bonne décision. Mais est-ce qu'il y a consultation d'un fichier qui permet de savoir que la personne qu'on soupçonne, en l'occurrence Jérôme B, a déjà été enregistrée avec des affaires qui ont été classées sans suite ? Alors là, me semble-t-il, il y a d'abord une consultation qui se fait au niveau de l'enregistrement au moment du parquet, parce que c'est des numéros parquets, c'est des numéros nationaux. Il peut y avoir un rapprochement qui est fait entre la procédure qui arrive depuis Toulouse et qui va être transmise à Auch, et puis les procédures précédentes. C'est centralisé. Donc il y a un fichier, c'est centralisé. Donc, oui, c'est un enregistrement des procédures. Donc qui a accès à cette procédure ? Il y a le procureur qui doit regarder ? Le procureur de Toulouse aurait pu déjà remarquer qu'il y avait des précédents, et le procureur d'Auch, en plus, qui est localement manifestement, compétent. ils ne l'ont pas fait, à votre avis, ou ils l'ont fait et ils n'ont pas pris la mesure ? Mais je ne sais pas. S'ils n'ont pas pris la mesure, c'est gravissime. Et ensuite, il y a les gendarmes qui, normalement, sont saisis d'un dossier. Ils ont un individu qui est dénoncé. Et leur boulot, c'est de faire les archives, voire de téléphoner à la gendarmerie du coin, qui n'est pas très éloignée, à Auch, et de se rendre compte qu'il y a eu déjà des précédents aussi. Donc là aussi, il y a une mauvaise évaluation, si l'évaluation a été faite. Si l'évaluation n'a pas été faite, là, c'est encore plus embêtant. Mais de toute façon, on est face à une affaire qui était déjà d'origine en dehors des précédents, extrêmement grave, puisqu'il s'agit d'un viol de mineur. Tout à fait. Christophe Bordet. Affaire extrêmement grave, comme vous le dites, mais moi, la question que je me pose quand même, c'est finalement le dossier qui arrive, est-ce que c'est pas un dossier parmi d'autres ? Je m'explique. On me donnait l'exemple de Marseille. Oui. On a, je crois, 25 magistrats qui travaillent aujourd'hui à Marseille sur toutes les questions de viol sur mineurs, de violence sur les femmes, etc. Et donc, ces 25 magistrats ont en gros entre 65 et 70 dossiers à traiter. C'est pas rien. Enfin, 65-70 dossiers, il faut s'y plonger, il faut vraiment regarder, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un petit souci ? C'est-à-dire que quand on voit que le nombre de ces affaires a augmenté ces dernières années de 150%, ce qui est quand même considérable, est-ce que là, on n'a pas un souci entre le nombre de dossiers à traiter, le nombre de magistrats présents ? Enfin, je ne veux pas dire que les magistrats ne travaillent pas, mais quand même, le nombre de dossiers explose. Ça, c'est une réalité. Oui, mais la réalité marseillaise n'est pas celle du Gers. Donc on peut imaginer, et encore une fois, le sujet aussi, c'est que si l'orientation n'a pas été faite vers le bon service de gendarmerie parce qu'il est surchargé par ailleurs, le service de gendarmerie ou le parquet a la capacité de renvoyer vers la section de recherche, par exemple, qui est saisie à l'heure actuelle. Je retiens de ce que vous nous disiez qu'effectivement il y a eu dysfonctionnement, mais évidemment erreur humaine.
manque de vision sur ce sujet et forcément l'enquête le dira et déterminera. Même si on a le sentiment qu'il n'y a jamais de sanctions chez les juges et dans la magistrature. Ouais. L'exemple le plus extraordinaire, c'est l'affaire Outreau. C'est-à-dire que le juge Burgot qui a massacré cette enquête est toujours dans la magistrature française. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est déjà ancien. Moi, j'ai souvenir plus récent. Ancien, mais j'ai souvenir plus récent de procédures qui datent de quelques semaines où des magistrats ont été poursuivis devant le CSM et où le CSM a refusé le huis clos et où il y a eu des comptes rendus dans la presse d'audience disciplinaire devant le CSM pour un magistrat de Bobigny et un magistrat marseillais. Bon, écoutons Gérald Darmanin qui disait, je disais tout à l'heure, c'est un peu la politique des commentateurs. On attend autre chose d'un président de la République ou d'un ministre qu'il ne soit que dans le commentaire. Écoutez le garde des Sceaux. Comme ministre, je suis terrifié, comme père de famille encore plus, par ce drame ignoble qui est en train de se dérouler. La personne qui, pour l'instant, est suspectée, qui est placée en détention provisoire, a manifestement des antécédents, même s'il n'a jamais été condamné pour les plaintes. Elles ont été classées. Et on peut se poser un certain nombre de questions sur pourquoi cette personne, qui manifestement a des graves soupçons de violence ou de violence sexuelle sur les mineurs, n'a pas été mis hors de portée de jeunes, et notamment de cette jeune fille. Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur? C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport et je prendrai des sanctions, je les proposerai si je devais y en avoir, évidemment en ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Quand il y a une plainte d'un enfant, on doit quasiment tout arrêter pour la suivre, parce que c'est l'être le plus vulnérable qu'il nous faut protéger. Manifestement, là, on verra ce que dira l'enquête, mais on a de quoi s'interroger sur notre responsabilité collective. Il est 16h35, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, Christian Flech est avec nous, il est ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Je retiens une phrase de Gérald Darmanin. En tant que chef de l'administration, je prendrai des sanctions. Mais il est chef de quoi? Quand tu es garde des Sceaux, Georges Fenech me dit qu'un garde des Sceaux n'a aucun pouvoir sur précisément son administration. Il n'a pas tort, et c'est le président de la République qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est même d'ailleurs surprenant qu'il ait pris position, alors même qu'il y a le rapport de l'inspection a été lancé mais n'est pas rendu. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la conférence des procureurs dit qu'on ne peut pas mentionner ni sanctionner quelque chose tant qu'il n'y a pas eu un certain nombre d'éléments. Ensuite, il y a une formation disciplinaire et il y a une possibilité de sanctions, mais ce n'est pas à la main du garde des Sceaux. Mais à quoi sert un garde des Sceaux? Voilà une question toute simple, puisque les juges et les magistrats sont indépendants. Il ne peut pas agir sur les juges, sur les affaires. Il n'a pas le droit de donner, je crois, des instructions précises. Il ne peut pas donner d'instructions individuelles. Oui. Néanmoins, il peut avoir une politique pénale. Et là, on n'est pas sur des juges d'instruction. On est sur des magistrats du parquet. Oui, sur le parquet. Oui. Donc ça, c'est autre chose. Oui, mais les juges, manifestement, ne suivent pas. On l'a vu avec Madame Bécuot, qui a parlé lundi matin, je crois, après ce qui s'était passé ce week-end à Paris, qui avait annoncé qu'il y aurait des réquisitions assez fortes, qui ont eu lieu d'ailleurs, ces réquisitions. Qui sont conformes à la volonté du garde des Sceaux, bien sûr, mais les magistrats, ils ont dit, allez vous faire voir. Et on peut même interpréter ça comme une manière de narguer le pouvoir politique. C'est une possibilité. Ce que j'ai vu cette semaine au tribunal correctionnel de Paris, où il n'y a pas eu un mandat de dépôt, à Paris, j'espère ne pas dire de bêtises. De toute façon, ils sont dans une posture politique, les magistrats. Donc. Alors pas tous, mais manifestement. Enfin, ce que l'on ressent avec les deux dernières affaires dont on parle entre ce week-end et puis celle-ci, c'est quand même à chaque fois que les magistrats effectivement sont dans une posture qui est très politique. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une posture politique dans cette affaire-là. Non, pas dans cette affaire-là, mais dans plusieurs quand même. Il y en a une peut-être sur Paris. Sur les violences à Paris. C'est pour ça qu'il faut regarder, parce qu'il y a des affaires ailleurs en province. Je ne sais pas quels sont les résultats en province sur les audiences qui ont eu lieu.